Ah, je suis tellement tannée de faire les vignettes sur vidéo. En plus, elle est pas facile. Ouais. Bon, est-ce qu'on regarde une fois? Ouais, vas-y. OK. Madame Barré, 45 ans, se présente à l'urgence parce qu'elle est incapable de monter les escaliers depuis 3 jours et qu'elle souffre d'une faiblesse dans les jambes depuis une semaine, ainsi que d'engourdissement aux pieds depuis 2 semaines. Elle souffre du syndrome de Guillain-Barré. C'est quoi, il a barré? J'ai jamais entendu ça, moi. Hey! Moi, j'ai vu ça en stage! Le syndrome de Guillain-Barré est une affection neurologique rare. C'est une maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux périphérique. En fait, le système immunitaire du patient se retourne contre ses propres nerfs périphériques. On observe alors une faiblesse évolutive ascendante en commençant par des picotements ou engourdissements dans les extrémités, pouvant rendre une personne symptomatique quadraplégique en quelques heures ou en quelques jours. Le visage est aussi parfois atteint dès le début. Par contre, le niveau d'atteinte varie entre les patients. Ce syndrome peut toucher tout le monde, peu importe l'âge ou l'ethnie, mais on constate une augmentation du taux d'incidence avec l'âge. Le plus souvent, ce sont les hommes qui en souffrent, soit 1,5 hommes pour une femme. Chaque année, cette maladie touche environ 1,8 personnes pour 100 000 habitants. Par contre, et heureusement, cette maladie est réversible. Une minorité seulement en garde des séquelles et parfois la maladie peut ressurgir. Voyons donc plus en détail de quoi il s'agit. Les symptômes. Les premiers symptômes peuvent s'apparenter à ceux de la grippe. Les patients peuvent être essoufflés et 85% d'entre eux se présentent à l'hôpital et ont des douleurs dans le bas du dos qui s'étendent aux jambes ou encore sous les omoplates. La moitié d'entre eux présentent aussi une anomalité au niveau de leur sensibilité, créant des douleurs. Il s'agit en fait de dysesthésie. Il peut aussi y avoir une diminution des réflexes ostéotendineux, c'est-à-dire une aréflexie ou encore une hyporéflexie. La faiblesse et les déficits sensitifs légers débutent habituellement aux membres inférieurs. La maladie devient de plus en plus proximale et s'étend aux bras, au visage, puis aux muscles oropharyngés et respiratoires, pouvant nécessiter un appareillage pour aider la personne à respirer et manger, puisqu'il rencontre parfois des problèmes de déglutition. La parole peut être affectée, ainsi que les mouvements des yeux et les nerfs crâniens. La teinte demeure symétrique de chaque côté du corps. De plus, il y a un dysfonctionnement du système nerveux autonome et il peut y avoir des fluctuations importantes de la pression artérielle. Les conséquences sont au maximum entre 2 à 4 semaines après l'apparition des premiers symptômes. C'est la phase d'extension. La seconde phase est celle du plateau, où la condition du patient demeure stable. La troisième et dernière est celle de la récupération qui dure entre 2 à 4 semaines après le plateau. L'entièreté des 3 phases dure quelques mois. Pour établir un diagnostic, les médecins doivent procéder de façon différentielle et s'assurer que le problème soit en lien avec le système nerveux périphérique. Il existe différents sous-types du syndrome. Ils ont tous en commun, en plus d'une aréflexie, une augmentation du taux de protéines dans le liquide céphalorachidien sans augmentation du nombre de globules blancs et un aspect immunitaire suite à une infection. C'est grâce à l'analyse du liquide et à l'électromyogramme que le diagnostic peut être posé. Les causes. Les causes du syndrome ne sont pas clairement élucidées. Par contre, les 2 tiers des malades avaient fait face à un événement déclencheur, comme des virus ou infections, dans les semaines qui ont précédé l'arrivée des symptômes neurologiques. Le Campylobacter jejuni est la bactérie la plus souvent responsable de l'apparition du syndrome de Guillain-Barré. Elle se retrouve entre autres dans l'intestin des volailles, des porcs et même dans l'intestin des animaux de compagnie. D'autres virus se sont avérés comme étant de possibles causes, soit le cytomégalovirus, le virus d'Epstein-Barr, la varicelle, les hépatites A et B, le VIH et autres, de même que des infections des voies respiratoires supérieures ou gastro-intestinales. Des interventions chirurgicales et des vaccins ont été aussi pointés du doigt. Les vaccins pour la grippe ont d'ailleurs fait l'objet de débats en France. Par contre, le spécialiste Djilali Hannan rapporte qu'il y a plus de gens qui contractent le syndrome sans le vaccin qu'après avoir reçu le vaccin. Saviez-vous que le syndrome de Guillain-Barré est difficile à diagnostiquer durant les premiers stades parce que les signes et les symptômes de celui-ci sont très variés? D'ailleurs, en 1916, Georges Guillain
Jean-Alexandre Barré et André Stroll avaient pu poser le premier diagnostic du syndrome de Guillain-Barré à cause d'une ponction lombaire révélant une augmentation des protéines dans le liquide céphalorachidien de 2 soldats. Mais comment cette maladie affecte-t-elle le système de Madame Barré? Madame Barré se pose bien des questions sur le syndrome de Guillain-Barré dont elle serait atteinte. Afin de mieux comprendre cette maladie, elle téléphone à son neveu qui étudie en médecine. Celui-ci commence donc par lui décrire la structure et le fonctionnement d'un nerf en bonne santé afin de mieux pouvoir mettre en relief les conséquences du syndrome de Guillain-Barré au plan neurologique. Un nerf est un organe du système nerveux périphérique composé de fibres nerveuses qui permet la communication entre le système nerveux central, composé de l'encéphale et de la moelle épinière, et le reste du corps. Un nerf peut transmettre des informations afférentes, soit du corps vers le cerveau. On parle alors de neurones sensitifs. Un nerf peut également transmettre des informations efférentes, soit du cerveau vers les muscles, et il s'agit alors de neurones moteurs. Comme toutes les cellules de notre organisme, les neurones possèdent une membrane qui entoure un cytoplasme et un noyau qui contient les gènes, ainsi que des organites qui leur permettent de produire leur énergie et de fabriquer des protéines. Les neurones, contrairement aux autres types de cellules, possèdent 2 types de prolongements leur permettant de transmettre l'information nerveuse, soit l'axone et les dendrites. L'axone est généralement très long et unique, et il conduit l'information du corps cellulaire vers d'autres neurones avec lesquels il fait des connexions, appelées synapses. Les dendrites, quant à eux, se divisent comme les branches d'un arbre, recueillent l'information et l'acheminent vers le corps de la cellule. Pour finir, les axones de nombreux neurones sont entourés par une gaine de myéline. Les cellules formant la gaine de myéline sont aplaties et leur membrane plasmique est enroulée autour des axones. La gaine de myéline peut ainsi présenter jusqu'à 300 couches de membrane. Celle-ci permet dans un premier temps d'isoler et de protéger les fibres nerveuses, comme le fait le plastique autour des fils électriques. De plus, la gaine de myéline permet d'augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux qui peut alors se propager jusqu'à 120 mètres par seconde. En effet, entre chaque partie myélinisée de l'axone se trouve une partie à nu qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un nœud de Ranvier. Ainsi, l'influx saute d'un nœud de Ranvier à l'autre le long de l'axone, ce qui lui permet de parcourir le même trajet en un temps moins long. C'est ce que l'on nomme la conduction saltatoire. Dans le syndrome de Guillain-Barré, le système immunitaire de la personne attaque les nerfs périphériques de son corps en réponse à une infection virale. Alors que le système immunitaire combat l'infection, il attaque les nerfs périphériques par erreur et endommage ainsi la gaine de myéline. Sans cette enveloppe, les nerfs ne peuvent donc plus envoyer leur message, ou alors ils en envoient des plus faibles à une vitesse plus lente. Les influx nerveux seront donc ralentis ou modifiés, entravant ainsi la transmission de l'information nerveuse. De plus, la gaine de myéline dans le système nerveux périphérique est généralement présente aux endroits où la vitesse de l'influx doit être rapide, soit par exemple les commandes en direction des muscles squelettiques ainsi que l'information tactile. Ainsi, le syndrome de Guillain-Barré touchera davantage ces zones où la gaine de myéline est indispensable et présente en plus grande quantité. C'est pourquoi les symptômes observés chez les personnes vivant avec le syndrome de Guillain-Barré sont souvent une faiblesse musculaire, des picotements, des engourdissements ou de la paralysie. Dans la forme démyélinisante du syndrome de Guillain-Barré, où seule la gaine de myéline est touchée, la régénération de celle-ci est possible, notamment en faisant attention à son alimentation pendant un certain temps. Étant atteinte de cette forme, Madame Barré fera donc attention à manger davantage d'aliments contenant du cholestérol et de l'acide laurique, qui favorisent le développement des cellules souches réparatrices de la gaine de myéline. La guérison de la forme myélinique est donc possible et ne laisse pas de séquelles. Cependant, dans la forme axonale, qui est plus rare mais plus grave, les axones sont endommagés, ce qui peut laisser des séquelles à plus long terme et peut prendre des mois voire des années avant d'atteindre un bon niveau de récupération.